flanc droit. En plus, l'artillerie forte de 150 à 200 pièces sur l'aile. Maintenant, qu'est-ce que se passe après midi? L'armée confédérée sort du bois de l'autre côté et se lance dans un pas assez rapide. L'avant-garde de 5000 hommes, soit 3000 longues piques, 2000 peut-être des tireurs vers l'angle de la haie verte. Il y a donc déjà dans cette première phase une supériorité numérique écrasante de 5000 confédérés contre 2000 bourguignons. La forêt avance, une forêt de longues piques, arme terrible de 5 à 6 mètres de long, l'arme des Suisses. Derrière la haie verte, les artilleurs bourguignons attendent le choc. Le cœur serré, ils allument leurs torches pour bouter le feu aux mèches des coulevrines. Pièce prête, 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 feu! Feu! Et c'est l'attaque. Les enfants perdus courent devant les piques, font le coup de feu et retournent en arrière pour recharger leurs bâtons à feu. Le premier assaut des Suisses a échoué. L'artillerie bourguignonne a fait des ravages. Près de 1000 morts. Mais voilà la seconde vague qui surgit, Uranais en tête, poussant des cris affreux. Le son des fameuses trompes d'Oury glace le sang des Bourguignons. En une demi-heure, les Suisses enlèvent la haie verte. Chez les Bourguignons, c'est la panique. Le duc de Bourgogne arrive enfin sur le champ de bataille. Mais c'est déjà trop tard. Lignana, Troilo et Somerset, le chef des archers anglais, ont été tués. La partie est perdue. Un seul salut, la fuite. Alors commence un massacre effroyable. Cette fois, les Suisses poursuivent les Bourguignons jusque dans le lac, où ils les bousculent et les achèvent jusqu'au dernier. L'ambassadeur Panigarola a fui à bride abattue, avec dans les yeux les images de cette boucherie atroce. Au moins 10 000 Bourguignons, peut-être 20 000, massacrés de sang-froid après la bataille, percés de flèches, égorgés, décapités, empalés sur les longues piques.
Au revoir. Ah, toute cette défaite, je peux la relater exactement puisque je l'ai entièrement vécue, j'ai tout vu, j'ai assisté à tout. Le cœur et l'âme me tremblent encore après la chasse que m'ont donnée les Suisses. Mais dans un si effroyable carnage, chacun doit déjà être content et même très content d'avoir sauvé sa vie. L'ambassadeur d'Espagne qui fuyait à côté de moi a reçu 2 grands coups d'épée sur la tête. Moi, j'ai éperonné mon cheval et perdio grazia ho scampato la vita, mais je n'oublierai jamais un tel péril. Uno spettacolo tremendo, sconsolante. Et tout s'est passé très vite. J'étais avec Monseigneur de Bourgogne dans sa tente, c'était à peu près midi. La pluie qui avait commencé à tomber à minuit venait à peine de s'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'on alerta sa seigneurie. Les Suisses attaquent. Et enfin, il donna l'ordre qu'on attendait d'alerte le Boutancelle. Il n'y avait que son médecin, Messire Matteo Clerici, et moi-même pour l'aider à s'armer. Et même alors, il était impossible de le convaincre que l'ennemi était si près. Et il mit tellement de temps à monter à cheval que lorsqu'il arriva là-haut sur le plateau, les nôtres commençaient déjà à tourner le dos. Et partout, les soldats fuyaient. Il meno di un miserere à moins de temps qu'il en faut pour dire un miserere. C'était la débandade complète. Et ceci sans combattre, sans même faire face. Pour s'être laissé surprendre, attaqué à l'improviste, le camp a été détruit complètement. Et je n'avais jamais vu Monseigneur tanto insensato, si perdu. Il ne savait plus que faire, lui qui d'habitude est sagace, l'œil ouvert, et qui sait ce qu'il faut faire. Je attribue ça à la volonté divine. Aut quod sica fata darent. Les Suisses ont envahi le camp des Bourguignons. Ils vont y festoyer, ribauder joyeusement pendant 3 jours, se partageant les filles et le butin. Tout cela au milieu des cadavres, détroussés par les enfants perdus, et qu'emportent les bourgeois de Morat, réquisitionnés pour cette sinistre corvée. En un an, les Suisses ont dépouillé le duc de Bourgogne. Ils lui ont tout pris, son prestige, ses armées, ses richesses. Le butin de Granson et Morat est en effet le butin le plus important du XVe siècle. Un butin de guerre d'une envergure incroyable, jamais vue auparavant.
Il faut se rappeler que le butin classique, disons des XIIIe, XIVe siècles, se formait d'armes et de drapeaux. C'était les trophées classiques. Tandis que dans le butin de Bourgogne, les confédérés trouvaient non seulement toute une cour ducale, des trésors, toute une sacristie, des armes, des canons, une artillerie d'ailleurs assez complète pour l'époque, mais aussi des tapisseries, des pièces de brocart et de soie. Ce fut justement ce côté exceptionnel du butin qui irritait les confédérés. Ils gardaient bien entendu les vêtements, les étoffes. Pour la vaisselle en argent doré, ils ne savaient pas très bien comment s'en débarrasser. Ils vendaient les pièces à des prix tout à fait dérisoires sur un marché clandestin, parce que la vente derrière le dos des confédérés était bien entendu strictement défendue. Dans le lac de Morat poussent aujourd'hui d'étranges algues rouges qui font de grandes taches à la surface de l'eau. Les Suisses les appellent le sang des Bourguignons. La preuve était faite. Charles le Téméraire, que tous considéraient comme un grand stratège, était en retard d'une guerre. Charles le Téméraire a commis deux fautes. La première faute, c'était que son armée n'était pas en position au moment de la bataille, mais aussi, si cette armée aurait été en position, elle aurait probablement perdu la bataille. Parce que Charles le Téméraire n'a pas estimé que les confédérés portaient un armement de protection assez fort, des armures et des casques qui les protégeaient contre les flèches. On pourrait dire même que la bataille de Morat, comme la grande confrontation historique entre les archers anglais et bourguignons et les piquenères suisses, n'a pas eu lieu à cause de cette faute de Charles le Téméraire. Mais la conséquence était que toutes les armées d'Europe, surtout la France, aussi l'empereur, comme gendre de Charles le Téméraire, ont équipé leurs troupes après de longs pics et d'armures d'après le modèle des Suisses, et l'archer anglais et bourguignon disparaît des champs de bataille de l'Europe. La bataille de Morat va changer la carte de l'Europe. C'est la fin du duché de Bourgogne. Les Suisses n'en tireront aucun gain immédiat de territoire, mais la réputation méritée d'être les meilleurs soldats d'Europe. Le grand vainqueur de Morat, qui pourtant n'y était pas, c'est Louis XI. Il annexe aussitôt la Bourgogne, la Picardie et l'Artois au royaume de France. Le reste des possessions bourguignonnes ira au Saint-Empire romain germanique. Yolande de Savoie conservera son duché, mais redeviendra l'allié des Suisses et du roi de France. Enfin, le jeune René de Lorraine récupère son duché et s'installe dans sa bonne capitale de Nancy. C'est contre lui que se tourne Charles le Téméraire après Morat. Mais le grand-duc n'est plus que l'ombre de lui-même et n'a plus que l'ombre d'une armée. Il marche au suicide. Après 2 mois de siège, son armée est écrasée le 5 janvier 1477 devant Nancy par les Lorrains, les Suisses et les Alsaciens. Dernière défaite, dernier massacre dans la neige. Au cours de la débâcle, Charles a disparu. À 400 km de là, au château de Plessis-les-Tours, Louis XI est endormi. C'est l'aube. Son bon cousin Charles, vaincu, probablement tué. Il attendait cela depuis 30 ans. Alors, raconte la chronique, il éclate de rire. Un rire interminable qui manque de l'étouffer. Le lendemain de la bataille de Nancy, un page bourguignon conduit le duc de Lorraine près d'un étang gelé. Là, pris dans la glace, le visage à moitié dévoré par les loups, le crâne fendu, méconnaissable, gît le très haut et très puissant seigneur Charles de Bourgogne,
grand-duc d'Occident. C'est au Brésil que Claude Lévi-Strauss découvre sa vocation, l'étude des hommes. Il devient le fondateur de l'anthropologie structurale et l'un des grands penseurs du siècle. Histoire vous propose une rencontre inédite, en 6 volets, avec cet homme à l'insatiable curiosité. Demain 21h05, la vie de Mohamed V, un sultan pour l'indépendance marocaine. 22h, Claude Lévi-Strauss, 3e partie de cet entretien inédit, l'inceste comme interdit universel. Dieu des armées, puisque tu as décidé de nous employer contre les ennemis de la vraie foi, arme nos bras de ta puissance. Notre triomphe fera resplendir ta gloire. Ou bien nos souffrances, et peut-être notre défaite, serviront à la rémission de nos péchés. Seigneur, que ta volonté soit faite. Enfin! La guerre! Nos canons, depuis trop longtemps muets, ont tiré leur premier boulet. Le peuple est au rempart et hurle sa joie. La mairie est assaillie par les volontaires. Père, pourquoi cet air soucieux, un si grand jour? L'âge m'a permis d'assister à tant de luttes sanglantes et vaines entre frères ennemis. Étienne, je respecte l'ardeur de ta foi et le courage de ta jeunesse, mais je crois, Père. Depuis l'assassinat du bon roi Henri, une monarchie tyrannique menace constamment nos biens, nos libertés, notre foi.
Céder à ce jeune Louis XIII entouré de prélats et de dévots serait les inviter à nous chasser de nos places fortifiées, de nos temples. Supporter le mal que nous font les catholiques, c'est leur dire « égorgez-nous, étranglez nos femmes, transpercez nos enfants, recommencez l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy ». Il est vrai que les catholiques nous ont bien persécutés. Mais plutôt que nous entretuer, mieux vaut nous séparer de nos alliés anglais. Essayer de vivre en bon entendement avec ceux de la foi romaine. Et jouir des libertés somme toute assez grandes que nous confère l'édit de Nantes. La Rochelle, capitale du parti protestant. Derrière ses remparts, les chefs de la religion réformée, princes frondeurs et riches marchands, défient l'autorité du roi de France, Louis XIII. Ici vont s'affronter deux conceptions de Dieu et de l'État, qui divisent la France comme l'Europe depuis plus d'un siècle. Une vieille querelle. À l'origine, c'était d'abord une révolte religieuse contre une foi corrompue par l'argent et par le pouvoir, contre l'autorité du pape, puissance pas assez spirituelle et trop temporelle, contre des prélats vivant dans un luxe choquant, plus attachés aux honneurs et aux biens de ce monde qu'à la gloire de Dieu, contre une église où il fallait acheter sa place au paradis pour quelques pièces d'or, car pour restaurer la basilique de Saint-Pierre, les papes s'étaient mis à vendre des indulgences. Du fond de son monastère, un homme se révolte contre ce scandale. Martin Luther. Ce moine augustin, fils de paysan allemand, se met à douter de toute la liturgie romaine, où il ne voit plus que comédie et superstition. Et il décide alors de retourner aux vraies sources de la foi, la parole de Dieu. En 1517, il affiche sur la porte de son église à Wittenberg les principes d'une réforme de la religion catholique. Le pape est furieux. Il excommunie l'hérétique. Mais Luther refuse de s'incliner. Et malgré lui, il crée une nouvelle religion. Dans l'Europe du XVIe siècle, où l'empire de Charles Quint symbolise l'alliance profane entre le trône et l'autel, la nouvelle foi, partie de Wittenberg, se répand comme un incendie et gagne d'abord les principautés et les villes libres d'Allemagne. Révolution religieuse, mais aussi politique, en abattant les idoles et en voulant supprimer tous les intermédiaires entre Dieu et les hommes, les protestants remettent en cause toutes les hiérarchies de droit divin, pape, roi, princes ou prêtres. En 20 ans, cette religion séditieuse et déjà républicaine enthousiasme la Suisse, les ports libres de la Hanse, la Prusse, la Scandinavie et les Pays-Bas. En Angleterre, Henri VIII, dont le pape refuse d'approuver le divorce avec Catherine d'Aragon, décide de créer une église indépendante, qui devient elle aussi protestante, l'église anglicane. À la génération suivante, Jean Calvin, un Français de Picardie, docteur en théologie, crée en Suisse un État protestant et fait de Genève la rivale de Rome. De là, la nouvelle religion gagne la France, cheminant le long des fleuves. À la fin du siècle, elle compte plus d'1 million d'adeptes, bourgeois des villes avides d'indépendance, mais aussi grands seigneurs, frondeurs, qui y voient une nouvelle occasion de contester l'autorité du roi. Pendant 60 ans, le parti huguenot et le parti catholique s'affrontent en bataille rangée. Pendant 60 ans, la guerre civile désole le royaume de France, avec tout son cortège de persécutions, de supplices et d'atrocités. En 1572, c'est l'horrible nuit de la Saint-Barthélemy. La reine-mère Catherine de Médicis fait assassiner de sang-froid l'amiral de Coligny, et dans les maisons huguenotes, marquées d'une croix blanche,
on massacre des dizaines de milliers de protestants. À la cour même, les deux partis se disputent férocement le pouvoir. Les assassinats succèdent aux assassinats, comme celui du duc de Guise, chef du clan catholique, poignardé sous les yeux d'Henri III. Henri III, qui mourra lui aussi assassiné. Henri IV, protestant converti, rétablit la paix en accordant aux Huguenots l'édit de Nantes, qui garantit leur liberté religieuse, civile et même militaire. Après son assassinat par Ravaillac, tout est remis en question. Sous la régence de Marie de Médicis et de ses favoris italiens, les catholiques sont repartis en guerre. En 1627, son fils, le roi Louis XIII, a 26 ans. Dévot, susceptible, il veut affirmer sa jeune autorité. Son conseiller, le cardinal de Richelieu, s'est donné pour mission de réaliser coûte que coûte l'unité du royaume de France. Or, les 100 places de sûreté protestantes garanties par l'édit de Nantes forment un État dans l'État. Surtout la puissante, l'impudente La Rochelle, qui a appelé les Anglais à l'aide. Ils ont débarqué en l'île de Ré avec 60 vaisseaux et 5000 soldats sous le commandement du duc de Buckingham, un parvenu qui a l'audace d'être amoureux de la reine de France, Anne d'Autriche, et qui espère ainsi rentrer à Paris, couvert de gloire pour conquérir sa belle. Mais Buckingham piétine depuis 2 mois devant le fort de Saint-Martin-de-Ré, où les renforts français ont réussi à forcer le blocus de la flotte anglaise, tandis que les troupes du roi encerclent La Rochelle, qui ce jour-là choisit la guerre. L'issue de ce siège est incertaine. Comment doutez-vous de la victoire? 25 000 Rochelais sont ici, prêts à résister. Nos remparts ne sont-ils pas les plus redoutables de France? Ce ne sont pas les boulets que je redoute, mais la faim. Nos fantassins sortiront. Ils bousculeront les royaux. Nos frères des provinces réformées sauront bien nous ravitailler. Et damner le pion au roi qui ne saura plus vous donner de la tête. Quoi? Ce vaste océan où nos amis anglais croisent en maître. Nos amis anglais. Si Louis les chasse de l'île de Ré, que nous restera-t-il? Le roi d'Angleterre nous protège. Ces navires nous porteront secours. Ne crois pas que cette nation de marchands sournois nous protège pour la seule cause de notre religion commune. Non, ils défendent ici le sel, le blé, le vin que nous leur vendons. Je pense plutôt que Charles d'Angleterre et Louis vident sur notre dos de vieilles querelles. Et puis s'ils l'emportaient, serais-tu satisfait de devenir anglais? La guerre de 100 ans nous a suffi. Nous appartenons à la personne sacrée du roi de France. Toi-même, qui fais partie du conseil de la ville, tu, avec tous les autres conseillers, prêté serment de fidélité au roi. Comment obéir à un souverain qui ne tient pas ses promesses, qui veut porter atteinte à notre indépendance? Le roi n'est pas mauvais. C'est ce Richelieu qui lui met toutes ces mauvaises idées en tête. Vous avez donc choisi la guerre? Quoi qu'il arrive, Françoise, cette maison sera toujours la tienne. Depuis que je t'ai recueilli à la mort de ton père, le fait que tu sois catholique n'a jamais porté ombrage à l'affection que j'ai pour toi. Je vous laisse, mes enfants. Je vais au temple prier. Je sais que tu désapprouves cette guerre, mais entre nous, rien ne peut être changé. Tu vas combattre ceux de ma foi. Si tu m'aimes, comment peux-tu défendre ceux qui nous font du mal? Le roi ne vous veut point de mal. Il viole ses promesses. Il maintient ses forts qui nous narguent. Il fait renforcer les garnisons voisines. Il veut nous imposer des impôts contraires à nos privilèges. Ces agents saisissent notre sel, interceptent nos blés. Le cardinal de Richelieu menace notre liberté de commercer avec toutes les nations, fussent-elles ennemies, que nous a octroyé Louis XI. Justement, dans un royaume qui se bâtit, vous formez une république de marchands. Non, Françoise. Nous défendons
4 siècles de franchise durement conquise. Face à la volonté de domination de la couronne, nous sommes le bastion de la liberté. Mais les bourgeois de cette ville, que défendent-ils? Leur bourse. Dans leur orgueil fou, ils rejettent tout ce qui vient du roi, jusqu'au traitement qu'il offre d'accorder aux pasteurs. Notre conscience nous oblige à mettre au point mercenaires de l'obéissance que nous devons au roi. Quelle obéissance? Chez vous, l'hérésie couvre la rébellion. Contre le pape, contre le roi. Seigneur, roi des rois. La justice divine a bon dos. En son nom, vous admettez que les peuples jugent les souverains, les déposent, voire les assassinent. Henri IV, c'est vous. Ravaillac était un des vôtres. Vos assemblées, vos états généraux sont des forums de conjuration politique. Un roi a des devoirs. Et le peuple peut lui demander des comptes. Le peuple, parlons-en. Votre parti est guidé par des nobles. Les réformés ne sont pas des paysans. Les paysans, eux, refusent de suivre ces grands féodaux qui les oppriment et qui, sous le couvert de la foi, poursuivent la lutte de toujours contre l'unité de la couronne. Voilà la vérité. Ce que nous défendons ici, c'est notre liberté de conscience. Mais vous-même refusez aux catholiques la liberté d'exercer leur culte. Vous avez construit vos remparts avec les pierres de leurs églises. Les Rochelais ont déserté les échoppes des catholiques, comme celle de mon père. Il en est mort de chagrin. Hélas, Françoise, serais-je devenu en un jour ton ennemi? Tu peux sans honte me garder ici. Ma présence nuirait à ta réputation et vous coûterait... Quoi? Tu penses partir? Mon cœur est déchiré. Mais un sort impitoyable nous sépare. Je ne puis rester en un lieu où je ne suis plus qu'une bouche inutile. Auprès des catholiques, mon amour plaidera pour la paix. Dans le camp royal, les renforts ne cessent d'affluer. Un mois plus tard, les assiégeants sont 12 000, bien armés, bien entraînés. Le roi lui-même et le cardinal de Richelieu sont venus sur place pour diriger les opérations. Assez de s'en mettre! Vous défendez les Rochelais, vous vous prétendez catholique? Mes soldats ont bien eu raison de vous arrêter comme espionne. Éminence, mon cœur est attaché à cette ville où j'ai été élevée et où vit l'élu de mon cœur. Je réprouve son combat. C'est pour ne point vivre en indigne auprès de lui que je l'ai quitté. De si nobles sentiments vous honorent. Qu'il me soit permis d'envier un instant celui que votre beauté comble de ses feux. Mais, mademoiselle, pourquoi intercéder en faveur des ennemis de ce royaume? Ils ne sont point des rebelles, monseigneur. Ils vous supplient d'écouter leurs plaintes. Ils n'ont pas d'autres armes que leurs larmes. Éviter une guerre longue et coûteuse serait un grand bien pour tout le royaume. Le peuple gémit sous les impôts. L'impôt est le prix de sa sécurité. C'est seulement en éliminant les semences des troubles qui agitent ce royaume depuis 60 ans qu'on aura la paix et qu'on pourra soulager le fardeau supporté par le peuple. Je ne suis pas insensible à vos idées humanitaires. Contrairement à ce qu'on dit, je me préoccupe du bien-être du peuple. Mais la raison d'État est insensible, écrasante, inhumaine. Tenez, le bel exemple. Dois-je laisser sortir de La Rochelle toutes les bouches inutiles, femmes, enfants, vieillards, que l'on pousse hors des remparts? Ou dois-je les y renvoyer de force? Comment? Vous hésitez? La charité ne ferait qu'allonger la durée du siège. Je dois donc les y repousser. Allons, bel enfant. Vous reverrez peut-être plus tôt que vous ne pensiez votre amoureux. Vous devez penser que je suis un bien méchant homme. Peu m'importe. L'œuvre est trop considérable pour que je fasse en sorte d'être aimé.
Un homme d'État n'a pas le temps de se permettre des sentiments de luxe. Où en étais-je? Ah oui. À notre ambassadeur à Rome. On estime que sa sainteté pourrait accorder à ceux qui serviraient en une si sainte guerre indulgence plénière et permission de manger du fromage et des œufs en carême à ceux qui verseraient une obole. Tous les moyens sont bons quand la cause est juste. Sa Majesté le Roi. Ah, monsieur le cardinal, quel magnifique et savoureux spectacle. L'armure vous sied aussi bien que la pourpre. Si ces marauds d'anglais pouvaient vous voir, ils fuiraient sur l'heure. C'est votre majesté que l'ennemi doit craindre, sire. Chacun loue le Seigneur de lui avoir donné un souverain aussi nourri au métier de la guerre. A-t-on jamais vu roi braver ainsi les périls pour partager la vie rude de ses soldats? À vos côtés, ils deviennent autant d'Alexandre et de César. Dieu ne m'a fait roi que pour donner l'exemple. Allons, trêve de belles phrases, nous ne sommes point à la cour ici. Je suis venu m'enquérir des préparatifs de débarquement pour culbuter l'Anglais hors de l'île de Ré. Tout est prêt, sire. De la côte et de l'île d'Oléron, 5000 hommes sont rassemblés. On n'attend plus que le vent pour faire voile à la faveur de la nuit. Il faudra mourir ou infliger au duc de Buckingham une cinglante défaite. Depuis 1000 ans que la France et l'Angleterre sont aux prises. A-t-on jamais vu adversaire plus effronté? Il y a quelques jours encore, le duc n'osait-il pas me proposer d'évacuer Ré si j'acceptais son retour à Paris en qualité d'ambassadeur, dans le seul but de revoir la reine qu'il a toujours la folie d'aimer? Dieu seul sait pourquoi d'ailleurs. Nous chasserons cet impudent de Ré. Mais il ne s'agit pas seulement des Anglais. Le problème le plus important, c'est La Rochelle. Un problème politique, sire. Oh, je sens que vous allez m'infliger un de vos longs et sages discours. Mais puisque vous êtes là pour me conseiller, faites, monsieur le cardinal. C'est de la chute de cette ville, sire, que dépendront le salut de l'État, le repos de la France et votre autorité pour jamais. Que voit-on? Une commune des plus frondeuses étendre ses privilèges au détriment de l'intérêt de l'État. On voit le parti de la prétendue religion réformée créer un État dans l'État. Détourner les impôts, lever des troupes, posséder une flotte aussi puissante que celle du roi, négocier des alliances avec l'étranger, l'Angleterre, la Hollande, Genève, les princes allemands. Un État ne saurait subsister s'il est ainsi divisé contre lui-même. On voit une noblesse oisive et mendiante, indocile et batailleuse, s'épuiser en de vains duels et méconnaître sa mission qui est de défendre la monarchie. Dans leur égoïsme forcené, les grands forment un écran entre le prince et son peuple. Or, c'est une noblesse factieuse qui, à l'ombre de cette citadelle, guide le parti huguenot. Cette affaire de La Rochelle détourne enfin notre attention de nos justes ambitions en Europe, la délivrance de l'Italie, l'affranchissement des États allemands du joug injuste de la maison d'Autriche. Si votre majesté détruit ce nid de guêpes, toutes les ressources du royaume dussent-elles y être utilisées, elle aura la paix. Elle sera le plus puissant roi d'Europe et l'arbitre de la chrétienté. Toute l'Europe a les yeux sur vous, sire. L'occasion est au tranchant de votre épée. Certes, La Rochelle doit tomber dans les mains de son prince légitime. Mais revenons au plan de bataille.
Je ne veux pas perdre un seul de mes vaillants soldats au siège de cette ville. Elle est admirablement fortifiée et entourée de marais. Les assauts n'aboutiraient à rien. Il faut bloquer la place forte de toutes parts, en sorte qu'aucun ravitaillement n'y puisse pénétrer tant par la mer que par la terre. On laissera faire le temps et agir la volonté divine. J'ai donné ordre de la cerner d'une ligne de fortification. Elle sera bientôt flanquée de 2 forts et 18 redoutes. Parfait. Je veillerai moi-même à y disposer l'artillerie. Et du côté de la mer? J'ai pressé l'armement des vaisseaux que nous avons achetés à la Hollande. Mais pour couper La Rochelle de tout secours extérieur, il sera plus sûr de construire une digue en travers de la baie. Une digue de 1500 mètres de long? Peste, monsieur le cardinal, seriez-vous un titan? L'ouvrage, il est vrai, est gigantesque. Mais rien n'est impossible où l'on ne plaint point la peine. Les travaux commenceront demain. L'argent manque, sire. J'ai avancé 2 millions de mes deniers et emprunté le double auprès de mes amis. J'apprécie que vous n'ayez point engagé le crédit de la couronne. Je ne veux point alourdir le fardeau déjà supporté par mes sujets. L'or destiné à cette guerre sainte pourrait être versé par l'Église. J'ai invité le pape à exhorter le clergé d'offrir son secours dans cette lutte contre ses ennemis jurés. Que de tempêtes s'efforcent d'obscurcir ma gloire. Elles se dissiperont, sire, comme des nuées que le vent emporte, si vous m'accordez votre pleine confiance. Monsieur le cardinal, vous me réclamez constamment des témoignages de mon affection. Le plus grand honneur que vous ayez au monde est d'être mon premier serviteur. Depuis que votre majesté m'a confié l'affaire de La Rochelle, le sarcasme de mes ennemis redouble contre moi. N'appréhendez point, je vous prie, les calomnies. Je fais bien mon métier de roi sans le trouver délicieux. Les chefs qui commandent vos armées ne croient pas au succès de votre entreprise. Ils estiment La Rochelle imprenable. Ils n'ont même pas empêché les Rochelais de couper leur blé et de rentrer leurs troupeaux. Les chefs de votre armée, jaloux de leur autorité, se disputent entre eux. Je souhaiterais que votre majesté me confiât le commandement de l'armée. Vous ne serez pas plus obéi qu'un marmiton. Allons, monsieur le cardinal, ne soyez donc pas en peine continuelle. Vous savez bien que je ne peux rien vous refuser. Qu'il en soit donc selon vos souhaits. Quiconque vous attaquera, vous m'aurez pour second. Je prie Dieu de me rendre digne de vous servir comme je le désire. Passez le premier, puisque l'on dit que vous êtes le vrai roi. Oui, sire. Afin de vous éclairer. Le lendemain, les troupes royales débarquent dans l'île de Ré. En quelques jours, elles en chassent les Anglais et le vaniteux duc de Buckingham est obligé de rembarquer précipitamment. En Angleterre, c'est la honte. À La Rochelle, la consternation. C'est le premier succès de Richelieu. Ah, Père Joseph, mon prophète. Cavernoso, tenebroso. Étiez-vous encore à vous brûler au fer rouge afin de vous mortifier? Je ne me mortifierai jamais autant que votre éminence. Encore à vos affaires à cette heure avancée de la nuit, alors que ce matin je vous quittais en plein accès de fièvre, la tête martelée par la migraine. J'admire la volonté qui vous fait tenir debout. J'avoue que si Dieu m'a donné quelque force d'esprit, il m'a affligé d'une telle débilité de corps que j'ai bien du mal à le traîner dans le désordre du monde. Sans vous, je me sentirais bien seul. Eh bien, que disent vos infiltrateurs en La Rochelle?
que la population est plus résolue que jamais à tenir tête au roi. Mais maintenant que le roi a chassé les Anglais de l'île de Ré, il faudrait en profiter pour donner l'assaut à ce repère infect de l'hérésie. Mon père, le fanatisme vous égare. Pourquoi hasarder beaucoup de monde avec peu d'espoir contre cette redoutable forteresse? Vous parlez de cette guerre avec l'enthousiasme d'un croisé. Mais tous les volontaires qui accourent ici, et le roi lui-même, dont on sait la ferveur religieuse, la considèrent comme une croisade contre les ennemis de Dieu? C'est bien ce qui me chagrine. Non content d'avoir fondé des couvents comme un gouverneur établi des places fortes, d'avoir converti avec vos soldats tonsurés plus de 50 000 personnes, d'expédier des missions de l'Amazonie à Constantinople, de prêcher partout la guerre sainte, vous avez encore chargé vos capucins de truffer nos armées d'aumônerie, et vous voulez transformer nos recrues en bigots. Cette affaire, mon père, est une affaire d'État, non de religion. Pour vous, elle est une guerre sainte. Pour moi, elle est un moyen d'empêcher les hérétiques de rompre l'unité de ce pays. Précisément. Si jamais la monarchie française fut mise en péril, ce fut par le parti protestant. Le parti de la Réforme est cabré contre toute discipline et toute autorité. Il incarne une pensée individuelle qui tend à l'anarchie. Sous couleur de préserver la pureté primitive du christianisme, les réformés sont d'âme républicaine, à l'image de Genève et des Provinces-Unies. Leur oligarchie internationaliste de marchands cupides ne connaît aucune patrie, non. Le goût de l'ordre, qui est dans notre race, ne saurait s'accommoder d'un tel dualisme dans une même nation. L'indépendance politique et militaire accordée par les dites Nantes aux protestants retarde l'unification du royaume. Notre devise doit rester une foi, une loi, un roi. Il s'agit bien d'une croisade. Mais mon père, comment ne voyez-vous pas que l'époque des grands affrontements religieux est révolue? L'enjeu du choc des peuples chrétiens n'est pas la victoire de Rome, ni celle de Genève. C'est l'hégémonie navale. C'est la prédominance économique. Bref, c'est la puissance d'un État. Évitez de confondre les intérêts de l'État et ceux de la religion. L'Église est dans l'État, et non l'État dans l'Église. Pardonnez ma franchise, mais les dévots chuchotent que sous la pourpre, vous êtes l'antéchrist. Laissez calomnier. Le roi lui-même, choqué par les libertés que vous prenez avec la religion, dit que vous ne croyez à rien. C'est fait. Je crois à son autorité. Il est vrai que je suis devenu homme d'église sans vocation réelle. Je trouve cependant dans la religion le repos de l'esprit. Et nul mieux que vous, mon père, ne peut douter de ma piété. Mais dans les impératifs du pouvoir, la base de mon action sera toujours le bien de l'État et non la morale évangélique. Ce royaume doit s'étendre jusqu'à ses frontières naturelles, vers le Rhin, les Alpes et les Pyrénées. Dussions-nous pour cela nous allier à des États protestants pour combattre des États catholiques? Certes, monseigneur, mais à l'intérieur, pourquoi considérer avec tant d'indulgence les réformés? Parce qu'ils sont sujets du roi de France. Seriez-vous aveugle au point d'estimer en matière d'État un Espagnol catholique meilleur qu'un Huguenot français? Allons, mon père. N'appliquez votre zèle qu'au service de l'État, c'est déjà considérable. Mais je vous remercie de votre franchise. Vous êtes le seul à l'user avec moi, et cela me plaît. Quel que soit le sens que je donne à ma mission, je vous servirai en tout, fidèlement. Une voix intérieure me dit chaque jour que si notre vaisseau doit jamais vaincre la tempête,
Ce sera tandis que votre main en tiendra le gouvernail. Tenir le gouvernail seul, alors que les sujets d'un même roi conspirent à fomenter la tempête. La France n'a pas de plus cruel ennemi qu'elle-même, acharnée toujours à nourrir en son sein un parti de l'étranger. Elle s'enorgueillit de jeter bas rois et ministres et ne trouve d'apaisement que dans la fronde. Peuple indocile et frivole, à l'humeur si prompte qu'il veut la fin de ses désirs aussitôt qu'il les a formés. Il décrit l'ordre établi. Il est en même temps hostile au changement. On dit que les Français ont le goût de la grandeur, mais ils ne l'admirent que lorsqu'ils l'ont perdue. Décidément, les Français ont plus de cœur que de tête. Car enfin, chacun considère l'obéissance comme un scandale et mesure son mérite à son audace. La caste hautaine et turbulente des hommes nés cultive la notion romanesque du héros et demeure obtuse à la notion d'unité nationale. Je bâtis sur du sable, tant les princes remettent tout en question de leurs passions avides. Les sentiments et la vanité guident les affaires du monde. L'Angleterre nous fait la guerre pour la beauté d'une femme. Les protestants se rebellent et les dévots s'agitent au nom de Dieu. Les grands se rebiffent au nom de l'honneur. Et les bourgeois poursuivent leur ascension en tirant profit des malheurs du royaume. Ah, que vienne la raison dans ce monde en proie au dérèglement des passions. Les grands me haïssent, les courtisans me narguent, le peuple me brocarde. Le roi lui-même est un sphinx prêt à me dévorer si je défaille. Sur moi seul reposent toutes les responsabilités. Au milieu de serviteurs insuffisants et indignes, il me faudra toute ma tête pour diriger ces pauvres cervelles et une main de fer pour les plier à ma volonté. Ou bien je briserai mon avenir contre les murailles de cette ville. Pour bloquer le port, le cardinal fait construire la fameuse digue qui doit barrer la rade. Il en a fait une affaire personnelle. Il y vient chaque jour et veille aux moindres détails. Pendant 6 mois, des milliers de charpentiers et de maçons y travaillent sans relâche. Le roi lui-même vient manier la pelle et la pioche. Au printemps, on accourt de l'Europe entière pour admirer cet ouvrage inouï. 1,5 kilomètre de long. Des centaines de carcasses de navires remplis de pierres et de chaux ont été coulées pour servir de base à cette muraille de roc et de poutres. En son milieu, un chenal, gardé par une forêt de pieux, laisse passer la marée pour éviter que la mer ne brise la digue. 250 vaisseaux et 6000 marins en gardent les abords. Le 11 mai, une deuxième expédition anglaise se présente devant La Rochelle. Elle se heurte à cet obstacle infranchissable. Dans la ville,
où on attend les secours depuis 6 mois, c'est une fausse joie. Hé, l'anglais, viens voir. Ouais. Il y a une lumière dans mon four. Oui, les Anglais sont là, mais ils n'osent rien faire. Ils sont là. C'est la flotte de l'amiral Conflit. Pourquoi n'attaque-t-il pas? Depuis une semaine, nous n'avons dû que pour ces vaisseaux. Ils mouillent au large et dansent aimablement autour de leurs ancres. Les Anglais nous ont repu de belles promesses. Et quoi? Ils n'ont rien tenté de sérieux pour nous apporter les vivres dont nous avons un besoin extrême. La digue du cardinal les a épouvantés. Dire que nous étions certains que la marée et la tempête balayeraient en un jour des mois de travail. Les Anglais ne peuvent pas repartir aussi discrètement qu'ils sont arrivés. Qu'ils forcent le blocus, nous pourrons tenir. Le roi ne peut rien contre nos remparts. Ils nous auront par la fin. Il devient impossible de traverser les lignes royales. Tu l'as maintes fois constaté au péril de ta vie. Il n'y a pas grand-chose à espérer des autres provinces protestantes. Nous devons tenir jusqu'au bout. Tu parles comme les bourgeois du Conseil. Eux ont encore des réserves de victuailles. Regarde. De tels propos tenus sur la place publique te conduiraient à la potence. Allons, mon fils. As-tu perdu toute pitié pour le menu peuple? Tandis que les nantis abattent leurs derniers chevaux, les démunis n'ont plus de quoi acheter de pain tant les prix sont devenus exorbitants. Le mois dernier, l'épidémie de scorbut a fait des centaines de victimes. Et ce n'est qu'un début. Le maire a fait rationner les vivres et frappera impitoyablement les accaparants. Mais il n'empêchera pas les affamés de gronder. Il pose déjà des bombes contre les portes des bourgeois. Tiens, lis ce que j'ai ramassé ce matin par la rue. Un de ces billets que le cardinal fait répandre par la ville pour saper notre morale. Il vise juste. Vous périrez victime de l'égoïsme et de la tyrannie d'un petit nombre de riches, lesquels, ayant seuls du blé, voient à leur aise mourir de faim leurs pauvres concitoyens. Perfide. Ah, que viennent les secours. Dieu des armées, jusques à quand seront tes fureurs allumées contre la prière des tiens? Françoise? Françoise, ici. J'ai été arrêtée comme suspecte. Après plusieurs mois de cachot, ils m'ont renvoyée dans la ville avec un groupe de femmes. Tu vois, je t'avais dit qu'il serait sans pitié. Ta place est auprès de ceux qui souffrent, de celui qui t'aime. Comme tu es pâle. La disette n'épargne personne. Mais notre volonté de résistance n'est pas entamée pour autant. La résolution du cardinal est aussi tenace que la vôtre. Il nous assiège en vain depuis 8 mois déjà. Tu finiras bien par se décourager. Détrompe-toi. Le clergé s'apprête à lui verser 3 millions d'or. La peste soit de ces idolâtres. Nous n'avons pas de calice à vendre, nous. Si vous vous soumettez, vous pourrez éviter un châtiment que tout annonce rigoureux. Le roi vous promet la vie sauve et votre liberté religieuse. Que vaut la parole du roi et de son cardinal? Nous rendre, c'est trahir le sang versé par nos martyrs depuis près d'un siècle. Non, jamais. Résister sera bientôt pur suicide. Ah, mes enfants, je sais ton retour, Françoise, par les gardes. Et je m'apprêtais à me réjouir de vous voir enfin réunis. Mais en passant par la ville, j'ai appris une nouvelle qui va nous plonger tous dans le désespoir. Vois, mon fils. La flotte anglaise a levé l'ancre. Ah, les traîtres! Les Anglais, dit-on, nous conseillent de chercher un accommodement avec notre roi. Les Anglais ont été manœuvrés par Richelieu.
Combien ce papiste a payé Bouquingan pour qu'il nous trahisse? Mon père, il faut tuer ce Richelieu, qui est la source de tous nos malheurs. Je suis prêt au sacrifice de ma vie pour nous débarrasser de la sienne. Assassiner le cardinal n'est pas agir dans la justice de Dieu. Mais tu sais bien que nos pasteurs s'y sont opposés. Alors les Anglais reviendront. Ils ne peuvent nous abandonner. De toute façon, nous tiendrons. Oui, nous devons tenir. Si cette ville libre tombait, il n'y aurait plus de place en ce royaume que pour la tyrannie. Le nouveau maire de La Rochelle, Jean Guiton, et le conseil des bourgeois prêtent serment de mourir plutôt que de se rendre. Pourtant, la lutte est déjà sans espoir. Quatre mois plus tard, une troisième expédition anglaise échoue à nouveau devant la digue, qui tient miraculeusement, malgré toutes les tempêtes. Les soldats du roi, qui sont maintenant 30 000 autour de la ville, empêchent toute sortie. Les déserteurs qui essaient de fuir La Rochelle sont pendus pour l'exemple. Et les longs convois de ravitaillement des troupes royales, mieux nourries qu'à Paris et qui font ripaille, défilent sous les murs de la forteresse, où les Rochelais meurent maintenant de faim par centaines, chaque jour. Il n'y a plus ni chien, ni chat, ni rat de par la ville. Malgré les boulets royaux, des malheureux risquent leur vie dans la vase hors des remparts pour trouver quelques coquillages. On s'empoigne pour la moindre limace. Le plus petit bout de parchemin et de cuir est jeté à la marmite. On dévore contrats de mariage, bottes et chapeaux. Les rues sont jonchées de corps si décharnés qu'ils ne pourrissent même plus. On a mangé des cadavres. L'obstination des bourgeois, qui ont encore de maigres réserves, devient un crime. Françoise refuse-t-elle toujours toute nourriture? Oui, elle est très faible. Pour l'instant, elle se repose. La flotte anglaise nous abandonne, une fois de plus. Passant par la mairie, j'ai appris que leurs émissaires entament en ce moment même des négociations au camp royal. L'arrivée de cette troisième expédition n'a embrasé nos cœurs que pour mieux les consumer. Il ne se passera plus jamais rien. Que le secours arrive, et nous surgirons de nos lits et de nos tombeaux. Nos députés de Londres pressent le roi Charles de donner l'ordre à sa flotte de briser, coûte que coûte, cette maudite digue. À quoi bon? Père, toutes ces souffrances ne peuvent pas avoir été vaines. Guiton répète... François se laisse mourir de faim pour que nous puissions lui survivre. Et toi, tu parles comme ces marchands et ces pasteurs fanatiques qui ont encore des gelées de pourpoint et des pâtés de souliers. Tu défends Guiton. Le maire règne par la terreur. Des femmes défilent pour réclamer la reddition et du pain. Des Rochelais fuient la ville par centaines, malgré le fouet qui les y renvoie. Pour un morceau de pain, nos femmes se livrent aux soldats du roi. Ouvrir nos portes aux soldats du roi serait les livrer au viol et offrir nos poitrines à leurs épées. C'est bien là la propagande du corps de la ville. À plusieurs reprises, le roi nous a offert sa miséricorde. Et nous avons renvoyé ses héros à coups de mousquet. Tu laisses mourir celle qui t'est chère entre tous, au lieu d'examiner ta conscience. Mais la survie des Rochelais vaut bien l'abolition de nos privilèges. Prends ces fèves, au nom du ciel. Il nous en reste, je t'assure. Tu dois demeurer en vie. Moi, ça n'a pas d'importance. Sois raisonnable. Les Anglais sont revenus, ils vont nous secourir. Demain, peut-être, ce sera la fin de nos misères. Vous voulez me rassurer. Mais je suis heureuse. Je sais que tu me rejoindras plus tard.
nous serons amants pour l'éternité, auprès de ce même Dieu que nous vénérons de manière différente, et pour lequel nous nous entredéchirons. Il nous pardonnera à tous d'avoir prétendu connaître la seule vraie foi. Les chemins qui mènent à lui sont innombrables. Qu'importe l'éternité, Françoise. Aimons-nous d'abord sur cette terre. La soumission, Étienne, demande parfois plus de courage que la révolte. Conduis-toi en véritable chrétien. Pense aux affamés. Tu es responsable de leur vie. Étienne, bientôt, là-haut. La Rochelle se résigne enfin à envoyer des émissaires au cardinal pour discuter des conditions de paix. Ainsi, déconfit par la piètre assistance de vos chers amis anglais, vous acceptez enfin de vous rendre à l'obéissance de votre prince. Oui, Éminence. Mais à condition de conserver nos privilèges, nos fortifications. Et à condition, n'est-ce pas, que vos hommes de guerre puissent sortir de La Rochelle tambour battant, ce qui est bien naturel. En somme, vous demandez un traité de paix. C'est cela même. Eh bien, j'en parlerai à Sa Majesté dans une 8aine de jours. Dans une 8aine de jours? Mais... Dans 8 jours, je vous aurai la corde au cou! Dans votre état, des prétentions aussi extravagantes sont du délire plus que de l'insolence. Vos rues sont jonchées de squelettes et de fantômes, vous n'êtes plus qu'ombre d'hommes vivants, et vous pensez encore à traiter en pair avec votre maître? Mercedes classe S. Tout est une question de marque. Et en sachant que le phare va